pour Mathias, je ne sais pas. Peut-être vous n'avez pas rentré la bonne salle. Après, peut-être que c'est Socratif qui bug, je ne sais pas. Ça n'est jamais arrivé, Mathias. Je vais couper ma caméra pour limiter le flux. Oui, alors mettre les vidéos sur Drive, c'est bien. Le seul problème, c'est que c'est mon espace personnel de stockage qui va rapidement être saturé. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire à chaque fois. Je vais essayer, je ne sais pas pourquoi, des fois sous Moodle, le système est inséré au sein du Moodle. Donc vous voyez le film directement. Je pense que ça sera plus facile, mais je ne sais pas pourquoi des fois ça marche et d'autres pas. Alors, concernant l'organisation encore, combien de TP en théorie 2, en pratique, je pense qu'on pourra en faire qu'un vu les conditions. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est prévu, qui est le TP Cardiolab, qui est un TP qui va se faire sur ordinateur, malheureusement, et qui vise à comprendre un peu les régulations sous-jacentes au système cardiovasculaire. Alors, Romain a une question visiblement avant de se lancer sur est-ce que ça fait partie? Oui, ça fait partie de l'ancien cours, ça. Pour le CICR, on a une entrée de calcium, puis une sortie de calcium du réticulum sarcoplasmique vers le cytosol. Alors, en fait, tout est relatif. Forcément, quand on parle de compartiment, on a forcément un compartiment où on va avoir une sortie et une autre, on va avoir une entrée. Donc ici, typiquement, à partir du réticulum sarcoplasmique, ce qui est un store calcique, on peut dire que le calcium sort du réticulum sarcoplasmique, mais qu'il rentre dans le cytosol. Je ne sais pas si c'est clair, Romain, si. Donc c'est un cycle, il faut imaginer que c'est une réserve de calcium qui est mise en jeu pour rapidement inonder de calcium le cytosol pour permettre la contraction et rapidement on a une réabsorption du calcium dans les stores via la pompe Cerca qui est très importante. Monsieur, j'ai une question. Très bien, merci de le faire à l'oral, c'est toujours plus agréable. Vous voyez quand, parce que là, les premiers calciums, ils vont ouvrir les canaux calciques dépendants. Mais après, quand ils vont rentrer, ils vont rouvrir les autres canaux pour pouvoir libérer les autres calciums. Mais le calcium là qui est venu ouvrir les canaux, il va rentrer dans le sarcoplasmique réticulum ou il va faire autre chose? Vous voyez sur le schéma, Oui. bref, c'est simple. Merci de couper votre micro après parce que sinon ça fait des échos. Donc en effet, vous avez une entrée de calcium qui se fait à partir du milieu extracellulaire, une arrivée de calcium, on va dire que ce sera plus simple, qui se fait à partir des stores, et le calcium surnuméraire qu'on va trouver dans le cytosol par rapport aux situations de repos va d'une part repartir dans le réticulum sarcoplasmique via la pompe Cerca, mais aussi va être réexpulsé de la cellule via des échangeurs, notamment ces échangeurs sodium-calcium. Après, est-ce que c'est les mêmes, évidemment, qui vont être repartis soit à l'extérieur, soit dans le store? Évidemment, non, puisque tout va se mélanger et après, ça va se répartir en sortant de la cellule et en rentrant dans le réticulum sarcoplasmique. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien, yes. Alors, une bonne question aussi, Romain. Alors, c'est en fait sur les types de cellules. Donc, vous avez dans le cœur, en effet, deux types de cellules. J'ai quasiment le schéma ici qui répond à votre question. Le tissu, alors le tissu nodal, il est peu contractile parce qu'en fait, il a très peu de myosine et d'actine. Donc lui, il n'a pas d'activité contractile. En fait, le tissu nodal, il a essentiellement une activité de génération de rythme. Donc le tissu nodal, ce sont des cellules nodales qui ont ce fameux courant IF qui permettent d'avoir une activité rythmique d'émission de potentiel d'action qui vont être transmis via des jonctions GAP aux cardiomyocytes qui, eux, ont une forte action contractile. Donc c'est eux, les cardiomyocytes,
qui assure la contraction du cœur. Est-ce que ça répond déjà à votre première question, Romain? Ensuite, vous demandez l'organisation en spirale. Imaginez un système, en fait, c'est comme si vous voulez essorer un torchon. Eh bien, la meilleure façon de essorer le torchon, c'est de le tordre. Et ça va permettre d'éliminer le maximum en fait, de liquide que vous avez dans votre torchon. Et là, c'est la même idée. En faisant une rotation, eh bien, vous allez réduire au maximum le volume des ventricules. Alors que si vous faites une contraction sans cette organisation en spirale, vous allez moins la réduire. Est-ce que c'est un peu plus clair? C'est très intuitif, hein, puisqu'il faut faire preuve d'imagination. Non, non, la décontraction se fera de la même façon, c'est-à-dire que vous aurez un relâchement ensuite en spirale, comme si vous détordiez votre torchon. C'est juste l'organisation qui est plus efficace. Il ne faut pas trop vous embêter avec ça. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions à l'oral, à l'écrit, toutes les questions qui vous passent par la tête. C'est quel type de transport lorsque le calcium entre dans le réticulum sarcoplasmique? Alors, on va revenir. Apparemment, cette diapositive vous pose beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas un souci. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à Lily pour qu'on fasse ça un peu de manière interactive? C'est une très bonne question. On aura besoin de revenir là-dessus. Et je me rends compte que je ne fais pas beaucoup de... Je ne sais plus si je ferai un rappel si vous ne les connaissez pas. Est-ce que vous avez eu un cours déjà sur tout ce qui est transport passif, transport actif primaire, secondaire? Est-ce que c'est des choses qui... Oui, vous connaissez? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à Lily? En voyant ça, normalement, ça doit être facile. Vous allez regretter d'avoir dit oui, oui, on a eu des cours sur cette partie-là. Peut-être vous vous rappelez pas bien. On refera un rappel au moment du cours sur le rein. Bon, de toute façon, comme ça sera sur des diapos commentés, si vous savez vous passer, ça sera encore plus simple. Alors, ici, je suis d'accord, Philippines, on a un transport passif qu'on appelle un transport facilité. C'est-à-dire que c'est de la diffusion simple. Eh bien, le calcium suit son gradient de concentration. Et donc, quand le canal s'ouvre, eh bien, on a un passage des ions de manière passive à travers ce canal. Par contre, ici, Philippines, est-ce que vous pouvez répondre à quel type de transport on a? Alors, Philippines, on ne parle pas de transport passif dans ce cas-là, c'est Aude qui a raison, c'est un transport actif primaire, puisque justement, il y a besoin d'énergie ici pour aller contre le gradient de concentration, puisque le calcium va être dans le sens où il est peu concentré vers un endroit où il est fortement concentré. Donc ça va nécessiter de l'énergie et cette énergie va être fournie sous la forme de l'hydrolyse de l'ATP. Et ces pompes sont en effet des transports actifs primaires ATP dépendants. Tout à fait. Alors, à ma connaissance, tous les transports actifs primaires sont ATP dépendants. Puisqu'on est dans les transports, on va en profiter. Celui-là, comment on l'appelle alors? Qu'est-ce que c'est ça? Cet échangeur sodium-calcium. Après, vaut mieux avoir, c'est bien d'avoir les noms, mais il faut surtout comprendre le concept, d'aller contre le gradient ou dans le sens du gradient. C'est un antipore, oui, mais est-ce que c'est un transport actif ou passif? Donc antipore parce que les deux ions vont dans des sens opposés. Et non, Juliette, ce n'est pas passif, c'est Romain qui a raison encore, c'est un actif secondaire. Pourquoi actif secondaire? Parce que vous voyez, le sodium va aller dans le sens de son gradient, donc va fournir de l'énergie pour faire passer le calcium dans le sens inverse de son gradient. Et d'où vient l'énergie du gradient du sodium ici? Eh bien, il vient de la pompe NAK-ATPase qui va, en utilisant de l'ATP, faire sortir du sodium pour faire entrer du potassium.
Et ici, c'est de l'ATP donc, qui est utilisé. C'est une pompe à transport actif primaire. Et cette pompe est très importante pour maintenir les gradients de sodium et de potassium, qui est lui aussi plus concentré à l'intérieur de la cellule. Voilà, vous inquiétez pas, on reverra ces éléments. Et pour l'étape 3, c'est un transport passif, tout à fait. C'est en fait tous les canaux ioniques sont des transporteurs passifs. Alors le vrai terme, c'est on parle surtout de diffusion facilité, de transport facilité. Pardon. Mais bon, transport passif, c'est très bien aussi. Hein. On n'est pas là pour. Voilà. Encore une fois, le plus important, c'est les concepts et puis qu'on se comprenne dans les termes. Je ne vous embêterai pas si vous utilisez un terme proche d'un autre du moment que le sens est là. Pas d'autres questions sur ces parties de pompe? Je pensais que c'était plus la troisième partie du cours qui allait vous poser des questions, mais peut-être vous les réserver pour après le Socrative. Ok, visiblement, on peut passer à la correction du Socrative. Donc, vous êtes un peu moins nombreux à avoir répondu, je pense, aujourd'hui que la fois d'avant. J'espère que voilà, vous resterez actifs, qu'on n'aura pas trop de décrochage. C'est sûr que le 8 heures n'est pas le plus facile pour être actif, mais surtout essayer de lire les cours, enfin visualiser et vous faire des fiches régulièrement pour bien suivre avec les TD et en profiter au maximum et pas vous trouver à la traîne, parce que c'est un cours qui nécessite beaucoup de notions qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc si vous ne travaillez pas les cours régulièrement, vous allez être perdu pour la suite. Bon, évidemment, je m'adresse à la plupart, vous êtes là, je ferais mieux de mettre je mettrai un mot en plus sur Ecampus, enfin sur maintenant Moodle, pardon. Allez, alors c'est parti. Première question sur le tissu conjonctif cardiaque. Qu'est-ce que c'est ce tissu conjonctif cardiaque? Si vous allez voir les diapos, c'est un tissu dont on a peu parlé, mais qui est très important, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin dans la description. C'est un tissu qu'on va trouver entre les oreillettes et les ventricules. Et on vous dit, en fait, ces cellules, eh bien, n'ont pas, en fait, de jonction gap, puisque ces jonctions gap, on les trouve au niveau des cellules qui sont au niveau des myocytes pour permettre la contraction. Et les cellules conjonctives, elles vont justement isoler les deux compartiments ici, oreillettes et ventricules, pour que, au moment de la contraction des oreillettes, eh bien, les ventricules ne se contractent pas, qu'il y ait d'abord contraction des oreillettes, puis des ventricules. Je pense que la plupart, vous aviez bien répondu, mais on a quand même 36% des étudiants qui n'ont pas bien compris, notamment qui n'ont pas cliqué sur cette histoire de ventricule. Bon, ça, évidemment, c'était faux. Il n'y a pas de souci, mais qui ont cliqué sur le fait que ces cellules contiennent des jonctions gap. Pour rappel, les jonctions gap, elles assurent une conduction électrique entre les cellules. Donc, s'il y avait une conduction électrique entre ces cellules de tissu conjonctif, il n'y aurait plus d'isolation en fait entre les deux, oreillettes et ventricules. Ça va pour cette question? Je pense que oui, elle n'était pas très compliquée. Très bien. Deuxième question. Donc, globalement, ça a été bien répondu aussi. La contraction isovolumique du cœur, ça c'est une question un petit peu difficile, parce que je sais que des références de base, c'est quelque chose que vous avez un peu plus de mal à comprendre. Donc en effet, elle fait référence au début de la systole ventriculaire. En fait, quand le cœur va se contracter, donc dans la première étape de contraction, eh bien, ici, la contraction va se faire alors que l'ensemble des valvules sont fermées. Donc le cœur se contracte, les ventricules se contractent, mais le sang ne peut pas sortir parce que la pression dans les ventricules est plus faible que la pression dans les aortes. Ce qui fait que le sang ne peut pas sortir. Évidemment, la pression va être plus forte que dans les oreillettes, mais les valvules auriculo-ventriculaires empêchent le sang de sortir vers les oreillettes. Donc il faut que le cœur se contracte plus pour que la pression dans les ventricules devienne supérieure à la pression dans l'aorte pour faire sortir le sang. On le retrouve sur ce diagramme où vous voyez ici en fait qu'on a
la contraction qui va se faire et pendant toute cette partie-là, le volume reste le même. C'est la contraction isovolumique ou isovolumétrique. Isovolumique, c'est plus simple à dire. Alors, si on reprend les autres questions qu'il y avait, cette contraction fait référence au début de la diastole ventriculaire. Mais évidemment, c'est faux, puisque la diastole, c'est le moment de la détente, il n'y a pas de contraction. Et lié à la fermeture des valvules aortiques, c'est faux. Les valvules aortiques se ferment en fait au moment justement de la diastole ventriculaire. Donc là, il y a pas mal d'erreurs. Il faut vraiment que vous compreniez dans votre tête ce qui se passe aux différentes étapes. Les valvules aortiques, elles vont se fermer au moment où la pression dans l'aorte va être plus forte que la pression dans le ventricule. On le retrouve sur ce diagramme-là. À un moment, vous voyez, on est sur le début en fait de la diastole ventriculaire. Le cœur va en fait commencer à se relâcher et d'un coup, eh bien, la pression dans la ventricule est plus faible que dans l'aorte. À ce moment-là, il faut que les valvules aortiques se ferment, sinon on aurait du sang qui irait des aortes vers les ventricules. Vous n'hésitez pas à m'arrêter hein, si ce n'est pas clair ou si vous voulez que je répète. Et évidemment, cette contraction isovolumique donc, ne peut se faire sans les valvules. On vient d'avoir l'explication. J'ai une question, monsieur. Allez-y. Mais les valvules sont bien fermées pendant juste le temps de contraction isovolumique? Oui, tout à fait. Les valvules sont toutes fermées. Mais alors, c'est vrai que cette question-là est peut-être un peu piège, mais évidemment, le but, c'est pas de faire des questions pièges, mais on se rend compte quand on fait des QCM qu'on peut toujours les interpréter un peu différemment. La contraction isovolumique a besoin que les valvules aortiques soient fermées. Bien sûr, si ces valvules aortiques étaient ouvertes, ça ne pourrait pas se faire, sauf que il est impossible que les valvules aortiques ne soient pas fermées pendant le début de la contraction isovolumique. Enfin, elles se ferment en fait dès le début de la diastole ventriculaire. On le voit ici. Vous voyez, elles sont fermées avant même le début de la systole des ventricules. Elles sont fermées depuis longtemps, puisqu'elles sont fermées ici. Donc, fatalement, vous avez ces valvules qui ne participent pas directement de la contraction isovolumique des ventricules, comme les valvules auriculoventriculaires qui, elles, sont impliquées, puisque vous voyez que c'est à partir du moment où on a ces fermetures-là qu'on commence à avoir ici eh bien, la contraction isovolumique. Et là, c'est le début de cette contraction isovolumique et on a la fermeture des valvules auriculoventriculaires. Ça va, c'est clair? Louis, vous voulez que je réexplique quelle partie? Ou est-ce que c'est plus clair avec ma dernière explication? Sire, vous m'entendez? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que la pression dans l'aorte devait être supérieure à la pression dans les ventricules. Alors, elle ne doit pas être supérieure à la pression dans les ventricules. Il se trouve que si vous regardez ici ce schéma-là, c'est important que vous compreniez bien ce schéma-là. Ici, c'est la pression dans les aortes. Vous voyez, la pression dans les aortes, elle est toujours supérieure ou égale à la pression dans les ventricules. Elle n'est jamais inférieure. Au moment où on a la contraction isovolumétrique, à ce moment-là, vous voyez que la pression dans l'aorte est supérieure à la pression dans les ventricules. Quand la pression dans l'aorte est supérieure à la pression des ventricules, à ce moment-là, les valvules aortiques sont fermées pour empêcher le sang d'aller des aortes vers les ventricules. À partir du moment où la pression dans les ventricules est supérieure à la pression des aortes, à ce moment-là, ces valvules aortiques s'ouvrent pour permettre au sang d'aller des ventricules vers les aortes. On peut le voir sur le schéma, on va le lancer ici, qui même s'il est faux, permet quand même de bien comprendre ce qui se passe. Regardez dans le cycle,
ça vous aurez le temps de revoir ce qui se passe. Hop, là, les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes au moment de la diastole générale et puis à la fin de la systole auriculaire. À partir du moment où le cœur va commencer à se contracter, elles vont se fermer. Là, elles se ferment. Ça va très vite. Et à la fin de la contraction isovolumique, on a ouverture ici des valvules aortiques qui permettent l'expulsion du sang. Alors, je le montre sur le ventricule droit parce qu'on le voit ici, mais évidemment, c'est la même chose sur le ventricule gauche. Et vous voyez que les valvules aortiques sont toujours fermées, sauf au moment de la fin de la systole ventriculaire. Tout le reste du temps, la pression aortique est supérieure à la pression des ventricules, donc ces valvules sont fermées. On le revoit aussi peut-être sur l'autre schéma que je vous ai donné. On voit les... On pourrait regarder ce petit film que je vous avais donné. C'est celui-là. Vous pouvez essayer de vous concentrer sur les différentes étapes. Vous voyez ici les valvules auriculo-ventriculaires qui vont se fermer au moment du début de la contraction. Et là, en fait, sur ce schéma, on ne voit pas la contraction isovolumique. Donc, pas sur ce schéma, sur cette représentation en image de synthèse. On ne la voit pas. Mais elle se fait, en fait, juste avant l'ouverture des valvules aortiques. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde maintenant? De toute façon, comme je suis en train d'enregistrer ça, vous pourrez regarder ça à loisir. Et puis, normalement, ça doit être plus simple. Très bien. Alors, si on passe à la question suivante, on vous demande si le cœur bat de manière autonome grâce à différentes choses. Quelles sont vos réponses? Alors, il y a eu une grosse erreur ici. Alors, c'est une erreur de vocabulaire, juste, il n'y a rien de très grave. Attention, les cardiomyocytes ne sont pas auto-excitables, puisque ce sont les cellules nodales. Donc là, pour le coup, c'était un piège pour vous faire que vous fassiez attention à différents noms des cellules. Pour rappel, donc on a les cellules nodales qui sont les cellules auto-excitables, on a les cardiomyocytes qui assurent la contraction, et les cellules conjonctives qui isolent les oreilles des ventricules. C'est les trois types cellulaires que vous devez connaître au niveau du cœur. Enfin, on vous demandait si le courant IF était important pour que le cœur batte de manière autonome. Oui, tout à fait, puisque c'est ce courant IF qui assure l'auto-excitation des cellules. On en avait parlé, de ce courant IF, qui assure la première dépolarisation, puisque ce canal souffre quand la membrane, justement, est hyperpolarisée, ce qui va arriver en fin de potentiel d'action et qui va assurer un cycle permanent. Et le plateau calcique n'a rien à voir, on vient de le voir sur la diapo, puisque vous voyez qu'il n'y a pas du tout de plateau calcique ici. Le plateau calcique, il est important pour les potentiels d'action des cardiomyocytes. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ou c'est clair? Merci. Ah, j'entendais un micro, il y a peut-être une question, non? C'est bon? Oui, excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez expliquer c'est quoi le courant IF? Oui. Alors, le courant IF, c'est ce qu'on appelle le courant I-funny. C'est un courant sodique. La particularité de ce courant, c'est qu'il est dû à un canal qui est très différent du canal que vous avez dû voir pour l'excitation neuronale et les potentiels d'action neuronaux, qui sont normalement des canaux voltage dépendants qui s'ouvrent quand la membrane elle est dépolarisée. Or ici, ce canal ne s'ouvre pas quand la membrane elle est dépolarisée, mais quand elle est hyperpolarisée. En fait, quand la membrane a un potentiel de membrane au repos de moins 60 millivolts, eh bien ce canal s'ouvre. Comme il s'ouvre, il va faire rentrer du sodium qui va dépolariser la membrane. C'est ce qu'on voit ici. Comme la membrane va se retrouver dépolarisée et que ce canal s'ouvre quand la membrane est hyperpolarisée, eh bien, ce canal va se fermer. Mais la membrane étant dépolarisée, elle va ouvrir des canaux sodiques, qui sont classiques, ceux-là,
qui sont des canaux qui s'ouvrent quand justement on a une dépolarisation. Donc il y a une deuxième série de canaux sodiques qui vont permettre de dépolariser, comme le potentiel d'action cette fois d'un neurone, la cellule. Ils vont s'inactiver exactement comme ce que vous avez vu sur le cours de 338 sur les potentiels d'action cardiaque et vont ouvrir à la suite des canaux potassiques, exactement comme le potentiel d'action neuronale, qui vont hyperpolariser la cellule. Et au moment où on a une hyperpolarisation de la cellule, eh bien, on a à ce moment-là fermeture de ces canaux potassiques et ouverture de ces canaux hyphoniques qui laissent rentrer du sodium. Et le cycle est infini comme ça. Alors, petit rappel, hein, je l'avais redit la dernière fois, il me semble que j'avais fait peut-être un rappel complet sur ces histoires de potentiel de Nernst, mais retenez, il faut que vous ayez ça en tête, que quand un canal s'ouvre, eh bien, les ions qui vont passer à travers ce canal vont rapprocher le potentiel de membrane du potentiel de Nernst de l'ion qui passe à travers ce canal. Donc, typiquement, le sodium, il a un potentiel de Nernst à plus 60 millivolts. Donc, quand on ouvre des canaux sodiques, on dépolarise pour essayer de se rapprocher de plus 60 millivolts. À l'inverse, le potassium a un potentiel de Nernst autour de moins 80 millivolts, ce qui fait que quand on ouvre des canaux potassiques, eh bien, on va avoir cette fois une sortie de potassium pour essayer de rapprocher le potentiel de membrane de moins 80 millivolts. Il ne va pas pouvoir aller jusqu'à moins 80 parce que eh bien, dès qu'il va atteindre moins 60, il va y avoir ouverture de canaux sodiques hyphoniques. Louis, est-ce que c'est plus clair et est-ce que c'est plus clair peut-être pour l'ensemble d'entre vous? Oui, j'ai tout compris, merci beaucoup. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là ou passer à la loi de Starling, qui est vraiment le début en fait du troisième cours, qui est assez descriptif hein, pour que ce troisième cours, on parle beaucoup de système nerveux autonome. C'est des choses dont on a besoin. Alors, la loi de Starling, c'est une loi très importante et visiblement, vous avez tous très bien compris globalement, sauf peut-être la question D qui est un peu moins bien répondue. Bon, il ne faut pas trop se fier au pourcentage hein, ici, puisque c'est le pourcentage global de réponse. C'est-à-dire que si tout le monde a répondu parfaitement, il aurait fallu avoir 33% sur chacune des réponses. Donc, c'est plutôt bien. Donc, en effet, la loi de Starling met en évidence un lien entre volémie et débit cardiaque. Pour rappel, la loi de Starling, c'est vraiment peut-être une des lois les plus importantes pour la suite, pour bien comprendre la régulation de la pression artérielle. Elle nous dit que quand la volémie diminue, le remplissage du cœur se fait moins bien. Et comme elle se fait moins bien, on a moins de sang qui est expulsé à chaque contraction cardiaque par rapport à une volémie importante, qui va permettre un meilleur remplissage du cœur et une meilleure contraction du cœur. Puisque en gros, le cœur va se contracter d'autant mieux qu'il est en fait bien rempli. Et ça va avoir des conséquences très importantes pour expliquer que, notamment en cas d'hémorragie, on a une baisse de la volémie, et bien ça entraîne une chute de la pression artérielle, qui explique pourquoi, quand on perd trop de sang, on ne peut plus assurer une nutrition suffisante au cerveau pour permettre de maintenir les capacités cognitives. Vous tombez dans les pommes, typiquement. Alors, si on regarde les questions en lien avec cette loi de Starling, donc on a bien un lien entre volémie et débit cardiaque, puisque le débit cardiaque dépend de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. Donc fatalement, vu qu'on a un lien entre volémie et volume d'éjection systolique, ça va être lié. Ensuite, on avait une proposition qui était fausse, puisque la fréquence cardiaque n'est pas du tout affectée par le remplissage du cœur. Starling, c'est le lien justement entre le volume d'éjection systolique et la volémie, pas la fréquence cardiaque. Indique que le volume d'éjection systolique est dépendant du remplissage du cœur. Oui, c'est exactement la définition. Indique que le volume télédiastolique est dépendant du remplissage du cœur. Là, c'était un peu plus subtil. Honnêtement, n'allez pas apprendre volume télésystolique, télédiastolique. C'est pas important. Ce qu'il faut comprendre juste, c'est ce qu'on a sur la diapositive ici, c'est que non seulement le cœur va mieux se remplir, ce qu'on appelle le volume télédiastolique, c'est-à-dire le volume des ventricules en fin de diastole, mais retenez juste le cœur se remplit mieux, et le cœur se vide mieux, ce qui explique qu'on parle de baisse du volume télésystolique, c'est-à-dire qu'en fin de systole, les ventricules ont expulsé plus de sang,
et il y a encore moins de sang qui reste parce qu'on a une contraction qui est plus efficace. Donc, l'ensemble fait qu'on augmente forcément le volume d'éjection systolique, qui est le seul que vous devez retenir, ce VS. Oubliez ça, c'est pas très important, même si vous avez compris, ça fait jamais de mal. Ça permettra de mieux appréhender l'ensemble de ces histoires de contraction. Ensuite, dernière proposition, permet de comprendre pourquoi le débit cardiaque augmente en cas d'hémorragie. On vient de le dire, évidemment, c'est faux. Et c'est contre-intuitif parce que, évidemment, c'est là où on rentre dans les régulations. On vous dit, non, quand on a une hémorragie, on perd du sang, donc il faut que le débit cardiaque augmente pour pallier cette perte de sang. Et ça, c'est ce que vous pouvez imaginer d'un premier abord. Mais en fait, le débit cardiaque, il va énormément chuter en cas d'hémorragie. Et le cœur va essayer de battre plus vite et plus fort pour maintenir le débit cardiaque. Mais en général, il pourra le maintenir que si l'hémorragie est modérée. Typiquement, on en reparlera, vous pouvez perdre jusqu'à 10% de votre sang, ce qui se passe quand vous faites un don du sang, et ça n'a pas d'influence sur le débit cardiaque. Votre cœur arrive, votre système cardiovasculaire arrive à se réguler pour maintenir le débit cardiaque. Par contre, si vous perdez plus d'un demi-litre, vous commencez à ne plus pouvoir compenser. Et à ce moment-là, le débit cardiaque va chuter. En aucun cas, le débit cardiaque, il va augmenter après une hémorragie. Le débit cardiaque, il augmente, par exemple, quand vous faites un effort sportif. Ça marche? Est-ce que c'est clair, cette partie-là, pour tout le monde? Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est un des points vraiment importants, cette loi de Starling. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est le lien entre volémie et débit cardiaque via cette loi de Starling et comprendre les mécanismes sous-jacents. Très bien. Alors, on peut passer à la question d'après, où on parle de système nerveux parasympathique. Donc, cette partie-là, visiblement, est plutôt bien comprise. Il y avait 4 propositions qui étaient bonnes. Donc, le système nerveux parasympathique, c'est celui qui est impliqué plutôt dans les aspects de repos, donc de digestion, et de ralentissement, on va dire, des activités de l'organisme. Et typiquement, le nerf vague, c'est le nerf vague, c'est le nerf, un des nerfs crâniens qui est le plus impliqué, pardon, c'est pas un nerf crânien d'ailleurs, c'est un nerf du système nerveux. Alors, est-ce que c'est un nerf crânien? Si, c'est un nerf crânien. Oui, je ne sais plus, j'ai un doute, mais peu importe. C'est le nerf 10. Et ce nerf est impliqué donc dans énormément de choses différentes. Alors, on peut en reparler en partant sur la diapositive. Et notamment, il reçoit des informations du cœur et il renvoie des informations du système nerveux parasympathique pour agir notamment sur le nœud sinusal et faire diminuer le rythme cardiaque. Oui, donc c'est bien un nerf crânien, il est trop tôt pour moi aussi, visiblement. Donc, comme je le disais, il y a énormément d'informations qui passent par ce nerf. Et vous voyez donc qu'on a ce qu'on appelle les efférences, c'est-à-dire ce qui part du système nerveux et qu'on oppose aux afférences qui arrivent au système nerveux. Et en fait, les afférences sont multiples. Donc là, on ne peut pas les associer au système parasympathique ou orthosympathique, puisque en fait, ce sont des informations qui vont converger sur des centres de contrôle qui, eux, ensuite, vont passer par des nerfs parasympathiques ou sympathiques pour agir sur différentes cibles. Donc, typiquement, les barorécepteurs sont des informations non conscientes, alors que les afférences, du coup, évidemment, qu'on appelle du système nerveux somatique, elles sont conscientes. Donc, c'est un nerf mixte où il y a beaucoup de choses différentes qui passent. Il faut imaginer que c'est comme une canalisation qui permet de passer plein d'informations. Et puis, on fait passer l'information nécessaire à cet endroit-là. Il n'y a pas de raison qu'il se soit des nerfs qui ne soient pas mixtes. Et on va retrouver, évidemment, de manière très importante, le contrôle du rythme cardiaque, ce qui est l'essentiel du cours 3 dont on a beaucoup parlé. Donc, évidemment, il est impliqué dans les différences vagales. Il sécrète de l'acétylcholine. Oui, c'est le système nerveux parasympathique qui sécrète l'acétylcholine par le neurone secondaire. Il ne contrôle pas les médules surrénales qui sont propres justement au système nerveux sympathique. L'autre nom, c'est orthosympathique.
j'utilise essentiellement sympathique. Il utilise des récepteurs nicotiniques et des récepteurs muscariniques. Ça, c'est un peu compliqué, mais vous en avez besoin typiquement pour Cardiolab. Pas forcément nécessaire de connaître bien ça par cœur, mais pensez à l'emmener vos parties de cours sur le Cardiolab pour bien se retrouver dans ces éléments-là. Si vous vous en rappelez, c'est toujours mieux. En fait, tout simplement, ici, on a des synapses assez classiques, comme les synapses musculaires, avec sécrétion d'acétylcholine et des récepteurs canaux, qui sont les récepteurs nicotiniques. C'est exactement les mêmes que les muscles striés squelettiques, que les récepteurs à l'acétylcholine des muscles striés squelettiques que vous avez vus en 338. Par contre, le neurone secondaire, lui, va être très différent selon qu'on est dans le système nerveux parasympathique ou sympathique. Pour le système nerveux sympathique, c'est de la noradrénaline qui est sécrétée, avec des récepteurs adrénergiques qui sont en fait des récepteurs couplés aux protéines G. Et pour le système parasympathique, c'est de l'acétylcholine qui se fixe à des récepteurs muscariniques qui, eux aussi, sont des RCPG. Donc, c'est un autre type de récepteur à l'acétylcholine, très différent des récepteurs nicotiniques. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette question-là, mais si vous avez des questions ou des choses pas claires, n'hésitez pas encore une fois. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la différence entre un neurone primaire et un neurone secondaire, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas compris. Oui, alors je parle primaire ou secondaire, c'est vrai que ça serait mieux de dire neurone préganglionnaire ou postganglionnaire. Excusez-moi. Donc, en fait, je dis primaire parce que c'est le premier dans la chaîne ganglionnaire qui part. Donc, en fait, si vous regardez ce qui se passe ici, que vous preniez le système sympathique ou parasympathique, à chaque fois, on a deux neurones qui partent de la moelle épinière avant d'arriver aux organes. Dans le cas du système nerveux sympathique, vous voyez, vous avez des petits neurones parce que le neurone préganglionnaire est petit, pardon, il a un petit axone, parce que la chaîne ganglionnaire est très proche de la moelle épinière. Et le neurone secondaire va être plus long pour arriver aux organes. Pour le système nerveux parasympathique, on a là aussi deux neurones, un neurone préganglionnaire, celui que j'ai appelé primaire de manière un peu abusive, préganglionnaire, ça sera mieux. Parce que les ganglions sont proches cette fois des organes, eh bien, ces axones vont être plus longs pour atteindre ces ganglions qui sont proches des organes. Et donc, c'est le neurone postganglionnaire, que j'ai appelé secondaire de manière abusive, qui lui est plus court. Ça répond à votre question? Oui, merci. Pas de souci. Et on arrive à la question sur le système nerveux sympathique qui vous dit, alors, première chose, est toujours opposé au système nerveux parasympathique. Eh bien, ça, c'est faux. On a pas mal d'exemples. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'un exemple, histoire de participer un peu, où le système nerveux sympathique n'est pas opposé au système nerveux parasympathique? Pour reprendre tout simplement ces éléments-là. Les pupilles, alors bon, pour le coup, les pupilles, on peut dire qu'il y a quand même une opposition, puisque on a une dilatation par rapport à une constriction. Donc, ça a bien des effets opposés. Par contre, si on regarde juste en dessous, on a les glandes salivaires, où on a les deux systèmes qui participent à la sécrétion de ces glandes. On ne peut pas dire qu'il y a une opposition entre la sécrétion plutôt aqueuse, alors qui ne veut pas dire grand-chose en fait, hein, on pourra en reparler. Ça montre que tous les tableaux sont un peu faux. La sécrétion d'eau, ça n'existe pas. En fait, c'est des sécrétions d'ions qui vont entraîner de l'eau. Donc, il faudrait écrire sécrétion d'ions ici. Je vais corriger tout de suite. Voilà, comme ça m'évitera d'oublier pour une autre année. Hop. Bon, c'est du détail, mais surtout qu'on ne peut pas dire qu'on a vraiment besoin de cette partie. Hop. Voilà. Et donc, c'est corrélé à une sécrétion de mucus et d'enzymes. Donc, les deux sont quelque part tout à fait en synergie. Et vous avez raison, Romain, pour les reins et les vaisseaux sanguins, on n'a pas d'opposition, tout simplement parce qu'on n'a pas d'innervation parasympathique. Si on continue sur les questions, et le seul à énerver les reins et les vaisseaux sanguins, on vient de le dire, ne peut jamais être activé lors de la digestion.
Ça, c'est faux. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est faux? Exactement. En cas d'urgence, il est activé, même s'il y a digestion. On est bien d'accord, évidemment, ça serait problématique d'un point de vue évolutif de dire pendant la digestion, on ne fait rien, même si on se fait attaquer par un tigre, ça ne sert à rien de faire quelque chose, on digère. Ben non, évidemment, hein, dans l'évolution, si on se fait attaquer par un prédateur ou une situation de danger autre, eh bien, logiquement, on doit pouvoir activer ce système d'urgence. Tout à fait. Deux dernières questions. Des récepteurs adrénergiques ou la sécrétion d'acétylcholine, bien, on vient d'en parler. En effet, les deux propositions sont bonnes puisqu'il y a sécrétion d'acétylcholine par le neurone préganglionnaire. Voilà, on a fait le tour du Socrative. Est-ce que vous avez des questions sur les autres parties? Oui, je vais commencer à répondre à la question de Léa. Donc, si vous avez des questions sur les autres parties. Donc, je redis la question parce que c'est vrai que je me rends compte que je pense que les questions ne sont pas sur le partage. Je vais les rajouter ici. Comme ça, on pourra les voir pour tout le monde. Et accessoirement sur ce qui est enregistré. Donc, est-ce qu'on pourrait expliquer les graphes du bilan chronotrope? Oui. Alors, le bilan chronotrope, je ne sais pas s'il y a un bilan chronotrope, un graphe spécifique pour ça. Je ne sais pas à quel vous faites allusion. C'est pas sur les régulations peut-être. Est-ce que c'est celui-là, Léa, ou... Oui, c'est ça. Très bien. Donc, sur ce schéma-là, vous avez la régulation qui se fait sur les cellules nodales. Donc, déjà, il faut comprendre que l'aspect chronotrope, c'est sur la fréquence cardiaque. Donc, quand on agit sur cette fréquence cardiaque, on va agir donc sur le tissu nodal puisque c'est lui qui donne le rythme. Si on agit sur le tissu nodal, il n'y a qu'une chose sur laquelle on peut agir, c'est sur les canaux ioniques qui sont impliqués dans le rythme d'excitation de cette cellule. Si vous vous rappelez les courants qui sont impliqués, on a un courant sodique. Alors, un courant qui est indiqué calcium ici, je me rends compte, et c'est un mixte en fait calcium-sodium. C'est pour ça que j'ai parlé de sodium précédemment. Mais il faudrait que je corrige aussi cette petite erreur, mais peu importe. Le résultat est le même. Ce sont des canaux voltage dépendants qui vont laisser passer à la fois du calcium et du sodium et qui vont entraîner une dépolarisation. Donc, ce que nous dit ce schéma, c'est que, on a l'adrénaline qui va en fait agir, et il nous manque une petite flèche d'ailleurs, pour en fait, non, il n'y a pas d'inhibition ici, pardon, il ne manque pas une petite flèche, il n'y a pas d'action de l'adrénaline sur le potassium. Donc on a une action de l'adrénaline qui va se faire sur les deux courants dépolarisants pour accentuer en fait leur capacité à s'ouvrir. Si on accentue leur capacité à s'ouvrir, la pente ici va être plus forte. C'est ce que vous avez en rouge. Donc si la pente est plus forte, on va avoir tout simplement une dépolarisation qui est plus rapide. Si on a une dépolarisation qui est plus rapide, on va augmenter la fréquence. À l'inverse, l'acétylcholine, quand elle arrive, elle va augmenter la pente de repolarisation ici, en agissant sur les courants potassiques, et elle va diminuer la pente des courants de dépolarisation, le courant IFNI et le courant mixte sodique calcique. Ça va entraîner un ralentissement, tout simplement, parce qu'il va falloir avoir plus de temps pour atteindre le seuil de dépolarisation ici. Est-ce que c'est plus clair, Léa? Donc, il faut bien faire le lien avec ce qu'on voit juste avant, c'est-à-dire l'action de ce récepteur canal, c'est un récepteur, ce RCPG, donc ce récepteur muscarénique, ici de l'acétylcholine, donc qui agit sur les canaux, vous voyez ici via les protéines G, pour augmenter l'activité du canal potassique et diminuer l'activité du canal calcique. Alors ce schéma est évidemment faux, comme un peu tous les schémas, c'est-à-dire qu'on n'a pas une fermeture complète, parce que sinon ça ne marcherait plus du tout, mais on a une probabilité que ça s'ouvre qui est plus faible dans le cadre du canal calcique et plus forte du canal
potassique. Donc ça va entraîner un ralentissement du cœur. Et on a l'inverse pour l'adrénaline, avec cette fois une action sur les canaux IF et les canaux sodiques calciques pour accélérer leur dépolarisation. Voilà, ça serait bien au passage que vous connaissiez ce genre de voie de transduction, parce que c'est vraiment une des plus classiques, voire si c'est la plus classique. Passage par un récepteur couplé protéine G, activation d'une protéine G trimérique de type alpha S, qui va ouvrir l'adénylate cyclase, qui va transformer l'ATP en AMPC, qui est un second messager, qui active une protéine kinase qu'on appelle la PKA, protéine kinase AMPC dépendante, qui peut agir sur plein d'acteurs, et notamment ici, qui va phosphoryler ces canaux, et en les phosphorylant, elle va changer leurs propriétés. C'est très classique. Donc, des fois, la phosphorylation augmente l'activité du canal, des fois, elle diminue. Ici, ça l'augmente. Ça va dépendre des sites de phosphorylation, etc. C'est clair pour cette partie-là? Est-ce que vous avez d'autres questions? Si on reprend un peu peut-être l'ensemble des diapos, quelle autre difficulté vous pourriez avoir? Normalement, pas forcément beaucoup. Le début est très descriptif. Donc ça, c'est une des premières parties un peu compliquées. Non, normalement, tout est bon. Il y a le schéma que j'ai fait au tableau, en l'écrivant, je vous incite à refaire de votre côté. Donc bien comprendre cette partie-là. Quelles sont les étapes, être capable de le refaire, ce qui vous permettra, vous, de bien comprendre les différents événements permettant d'aborder ce qu'on appelle le baroréflexe, donc les régulations notamment de la pression artérielle à court terme. Alors, entre-temps, je vois qu'Aurélie a une question, sauf si vous avez une question là-dessus, vu que je suis sur la diapo. Est-ce que tout le monde a bien compris ces boucles de régulation nerveuse? Ok. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre, et puis notamment l'implication à travers la régulation des gaz. Alors, si vous avez compris ça, normalement, vous pouvez presque répondre à Aurélie. Quelles sont la fonction des cellules glomiques? Alors, Mélanie et Aude, on les voit où, les cellules glomiques, sur ce schéma-là? Je dis Mélanie et Aude, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous avez le courage de répondre que vous devez être pointé du doigt. Ah, Lina me demande de réexpliquer le schéma, finalement. Un schéma qui a un peu maigri. Je vais au passage, on va l'agrandir un peu. Hop. Donc, je réexplique ce schéma et ça permettra de réexpliquer les différents éléments. Alors, ce schéma est destiné en fait à réguler de manière extrinsèque le fonctionnement du cœur. C'est le résumé de la régulation extrinsèque du cœur, qu'elle est rapide. On va s'attarder tout d'abord juste sur la pression artérielle. Donc la pression artérielle, elle est captée comment et où? Comme ça permettra de répondre à la question des cellules glomiques. Eh bien, elle est captée par des barorécepteurs qui sont à côté de ces fameuses cellules glomiques. Alors, on les voit où, les cellules glomiques? Je ne les ai pas remis sur le schéma, c'est vrai. Donc, je ne sais plus si à un moment j'en reparle ou j'avais un petit schéma dessus, mais j'ai l'impression que je ne l'ai plus mis. Voilà. Alors, on n'a plus le schéma, bon, peu importe, c'est des cellules un peu modifiées, mais qui sont en gros à côté de barorécepteurs qui sont des neurones, des mécanorécepteurs classiques. Eux, ils captent la pression. Ils vont envoyer un signal disant la pression elle est trop faible ou elle est trop forte. Ça va être intégré ensuite au niveau du tronc cérébral. Il y a d'autres informations qui sont captées au niveau de zones sensibles, donc qui sont retrouvées essentiellement au niveau des sinus carotidiens et des corps carotidiens, qui sont et de la crosse aortique, pardon. Au niveau de la crosse aortique, des sinus carotidiens et du corps carotidien, eh bien ici, ces informations vont aussi renseigner sur
la quantité de CO2 via le pH, sachant que quand on a beaucoup de CO2, on va avoir un pH qui diminue. Et on a aussi la capacité de ces cellules à capter la pression partielle en oxygène. Comme je le disais dans le cours, on ne sait pas exactement encore comment fonctionnent ces cellules. On sait juste que, eh bien, elles sont sensibles au CO2 et à la pression partielle en oxygène. Donc ça va envoyer deux types d'informations, donc des informations de type gaz et des informations de type pression au niveau du tronc cérébral qui va agir en conséquence. Et en fait, il y a des actions différentes selon qu'on a une situation qu'on va qualifier de détresse parce qu'on a un problème de pression artérielle qui est trop basse ou alors de ventilation qui se fait mal. Quand la ventilation se fait mal, eh bien, on a trop de CO2 qui reste dans notre organisme et on n'a pas assez de dioxygène. Ça, c'est assez classique. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter bien sûr la ventilation, c'est ce qui va être fait, mais en parallèle, on va augmenter aussi le débit cardiaque pour améliorer la captation de dioxygène, élimination de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est si on a un problème de ventilation. Si on a un problème de baisse de la pression artérielle, il faut aussi augmenter le débit cardiaque parce qu'on a une relation directe entre la pression artérielle et le débit cardiaque. Comment on répond à ces systèmes qui, dans les deux cas, doivent être résolus par augmenter en fait, le débit cardiaque? Eh bien, ça passe par le tronc cérébral et on va activer le système nerveux sympathique. C'est là qu'intervient le système nerveux autonome. On va inhiber accessoirement le système nerveux parasympathique, mais surtout retenez cette activation du système nerveux sympathique, sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline en agissant sur les nerfs et sur les médulles surrénales. Et ça va agir au niveau du rythme cardiaque pour augmenter la fréquence cardiaque et au niveau de la force de contraction du cœur pour augmenter en fait le volume télédiastolique. J'ai expliqué ces deux parties-là dans les diapos précédentes. Vous avez ici l'action qu'on appelle inotrope pour augmenter cette capacité de contraction du cœur et la fonction chronotrope, on en a parlé juste avant lors des questions. Donc l'ensemble, si le cœur bat plus vite et si le cœur bat plus fort, à ce moment-là, on augmente le débit cardiaque et on va augmenter la pression artérielle et l'hématose, c'est-à-dire l'oxygénation du sang. Ça va pour cette partie-là? C'est plus clair pour tout le monde? Si on regarde la partie à droite, on reviendra, Romain, sur cette partie inotrope. Si on regarde la partie à droite, eh bien, on a seulement une activation du système nerveux parasympathique quand on a une pression artérielle qui est trop élevée. Quand est-ce que cette pression artérielle peut être trop élevée? Eh bien, typiquement, quand vous venez de faire un effort cardiaque dû à un effort sportif important, mais vous venez de vous arrêter, eh bien, vous avez encore une pression artérielle qui est trop élevée alors que vous êtes plus en effort, eh bien, le système nerveux parasympathique va s'activer pour baisser cette pression artérielle en baissant le rythme cardiaque. De la même façon, si vous vous couchez, d'un coup, vous avez une augmentation de la volémie, on va en reparler parce que, enfin, pas de la volémie, pardon, vous avez une augmentation de la pression veineuse centrale, la volémie, elle ne change pas, heureusement. Et ça, c'est dû au fait que votre sang n'est plus soumis à la gravité et donc vous allez avoir une grosse partie du sang qui va se retrouver au niveau de votre tronc. Et là, il faut activer le système nerveux parasympathique pour faire diminuer le débit cardiaque, pour assurer que la pression artérielle soit stable. Alors, si ça c'est compris aussi, on peut répondre à la question de Romain sur les fonctions inotropes. Donc la fonction inotrope, c'est l'observation que en fait, le cœur peut être modulé au niveau de sa force de contraction. Donc cette force de contraction, comment elle peut être modulée? Tout simplement en activant plus les cardiomyocytes. Et cette activation, elle va se faire en présence d'adrénaline ou de noradrénaline. Alors Romain, je ne sais pas ce que vous n'avez pas compris précisément, mais je peux réexpliquer rapidement d'un point de vue cellulaire comment ça marche. Donc il y a des récepteurs bêta sur les cardiomyocytes, et quand on a arrivé d'adrénaline ou de noradrénaline, eh bien, on a une augmentation de la MPC, puisque c'est la voie de transduction de ces récepteurs de type bêta. Et la MPC, via probablement la protéine kinase A, on n'a pas le détail ici, mais ce n'est pas important, va moduler différentes cibles, essentiellement les canaux, pour augmenter leur efficacité.
Si ces canaux sont plus efficaces, eh bien, on va avoir une entrée de calcium plus rapide au niveau du cytoplasme, une sortie plus rapide du réticulum sarcoplasmique pour aussi augmenter la concentration dans le cytosol. Et la récupération va se faire aussi plus rapidement en activant la pompe Cerca. Ce qui fait que le calcium va cycler plus rapidement, ce qui va permettre d'avoir des cycles de contraction plus rapides et aussi des contractions plus fortes, puisqu'on va avoir plus de calcium à un moment donné dans la cellule. Est-ce que ça répond à votre question, Romain? Oui, forcément, il y a une entrée de calcium qui va être plus importante et en plus, cette entrée de calcium va être plus transitoire puisqu'on a une récupération de calcium qui va être plus efficace aussi. Il faut toujours, alors c'est quand on voit ces schémas-là, on se dit on a un cycle qu'on pourrait qualifier de futile, c'est dès qu'il y a quelque chose qui sort, c'est repompé. Il faut toujours réaliser que les canaux, donc les transports facilités, laissent passer beaucoup plus d'ions, on pourrait estimer au moins 1000 fois moins, pardon, 1000 fois plus, sinon ça ne va pas marcher, que les pompes sont capables de repomper. Ce qui fait que, en fait, avant que la pompe Cerca puisse vraiment agir sur le calcium, il faut que ces canaux soient fermés. Et en fait, ces canaux, ils s'inactivent rapidement. Donc, ils vont s'inactiver et on va avoir un repompage rapide du calcium. Voilà, et on est d'accord pour, même si bon, c'est toujours un peu finaliste de parler de but, mais en tout cas, l'arrivée de l'adrénaline entraîne une augmentation du calcium, de la concentration de calcium intracellulaire plus importante, qui permet d'avoir une meilleure contraction. S'il y a une meilleure contraction, le cœur, en gros, se contracte plus fort et ça va permettre d'avoir une meilleure élimination, une meilleure contraction et une meilleure expulsion du sang. En petite question au passage, à moi de vous poser des questions, pourquoi on n'est pas toujours avec un cœur qui fonctionne au mieux de ses capacités, c'est-à-dire avec des concentrations de calcium élevées pour permettre une meilleure contraction? Est-ce que quelqu'un a une idée? On pourrait dire, ça ne sert à rien d'avoir le cœur qui bat un peu mollo, alors qu'il pourrait battre beaucoup mieux. Exactement, Romain, vous avez raison aussi, Juliette. Ça va permettre d'une part d'assurer des variations, d'augmenter ses capacités, mais surtout, le cœur, c'est un muscle qui doit fonctionner toute notre vie, et donc il faut le préserver. Donc c'est un muscle qui doit fonctionner avec des capacités en fait qui restent modérées quand il n'y a pas besoin justement d'augmenter fortement le débit cardiaque. Et l'idée, c'est que justement, si on est en bonne santé, eh bien, on ne souffre pas de toutes les maladies cardiovasculaires qui peuvent atteindre notamment le fonctionnement du cœur, ce qui arrive notamment en cas d'hypertension. Et à ce moment-là, le cœur est soumis à des stress trop importants, ce qui va amener des lésions de différentes parties du cœur. Donc, tous les problèmes d'infarctus ou autres. Ça va pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez des questions en plus qui vous viennent après. Il y a toujours le forum et puis vous pouvez les poser au niveau du prochain cours. Je vais immédiatement mettre le prochain cours disponible et donc un Socrative associé. J'essaie de mettre un petit mot. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça ce matin, mais je ferai ça rapidement. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée à tous et un bon courage pour tous les cours de la journée. Au revoir.